Salut, je m'appelle Fred, je suis expert Rive et bienvenue dans ce premier tutoriel. Ce tutoriel qui va consister à créer une animation interactive. Donc on va partir sur quelque chose de très simple pour ce premier tutoriel qui permettra de créer cette animation que tu as déjà dû voir, où tu as les yeux qui suivent la souris. Tu vas voir, c'est très facile à faire. Alors là, j'ai Rive qui est ouvert devant moi. Au niveau de l'interface, on a la possibilité de créer donc un artboard avec différents presets, comme dans Illustrator ou d'autres logiciels de design ou After Effects pour les motion designers. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le système par défaut de 500 par 500 et je crée mon artboard. Alors, ce que fait cet artboard, c'est que dans ma partie design, il va me permettre de pouvoir créer des formes vectorielles. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil ellipse pour créer mes deux premières formes. Donc, je vais utiliser l'ellipse en restant appuyé sur Shift pour avoir une ellipse parfaitement ronde, et puis je vais la dupliquer avec le raccourci je suis sous Mac pomme D, donc CTRL D sur ordinateur Windows. Et donc là, j'ai effectivement mes deux cercles identiques que je vais placer donc sur mon artboard. Alors, bonne pratique, je vais nommer mon artboard main parce que c'est mon artboard principal. Aujourd'hui, ce ne sera pas très utile de procéder à ce renommage, mais quand on entrera dans des exemples très complexes, vous verrez que effectivement ça reste une très bonne pratique, une pratique héritée du motion design par exemple dans After Effects, où nommer les calques est quasiment impératif. Un double clic ou entrée pour écrire tout simplement, identifier mon left eye et mon right eye. Je vais utiliser beaucoup d'anglicismes parce qu'on est quand même dans une interface qui est anglaise. Maintenant que j'ai donc ici mes premières zones, je vais créer tout simplement deux autres cercles. Alors je vais les dupliquer encore une fois. Donc en voici un que je vais replacer sur ma gauche. Je vais rester sur Shift, je vais le réduire. Voilà. Et je vais pour l'instant faire quelque chose d'assez simple. Je vais le passer en noir. Voilà. Et donc en fait j'ai dupliqué, mais hop, je vais plutôt dupliquer directement l'autre pupille et je vais la placer en fait elle ici et lui au centre. Donc un petit peu comme sur Figma, on voit apparaître pour l'alignement, c'est assez intuitif, on voit apparaître si on est bien aligné ou pas. Je vais utiliser la couleur blanche en sélectionnant mes cercles pour avoir des yeux tout simplement de couleur blanc. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer une zone qui sera une zone que je vais écouter. C'est-à-dire que je vais recouvrir complètement mon artboard. Je vais passer la zone en rouge pour que vous compreniez bien. Cette zone, ça va être une zone que je vais écouter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme on est maintenant dans un design qui est interactif, il faut bien que je sache ce que fait l'utilisateur. Donc l'utilisateur, je vais dans la partie animation, l'utilisateur, ce qu'il peut faire, c'est passer sa souris ou passer son pouce, s'il est sur mobile, sur l'écran. Donc il faut bien que je sache où il passe sa souris. Et pour ça, c'est pas très compliqué. Je prends donc cette zone que je vais moi appeler zone move, voilà, une zone qui me permet d'écouter ce qui va bouger. Alors vous pouvez l'appeler n'importe comment, ça pourrait s'appeler courgette, ça serait pas compliqué, ça n'a aucune espèce d'incidence. Donc zone move, je vais y arriver. Excusez-moi pour la pression, c'est mon premier tutoriel. Et donc cette zone, je vais la placer derrière juste par commodité. Ça n'a aucune espèce d'importance, que ce soit derrière ou devant. Mais je vais la laisser en rouge parce que cette zone, elle est importante pour nous, pour obtenir l'effet qu'on souhaite. Et cette zone, en fait, avant de la bloquer, je vais l'écouter. Comment je fais pour l'écouter? Je vais sur ce qu'on appelle les listeners. Et ici, je vais avoir plusieurs éléments dans mon interface que je détaillerai plus tard. Donc, ce que je vais utiliser comme partie de l'interface, ça va être les listeners. Grâce aux listeners, je vais pouvoir ajouter un élément qui va écouter ce qui se passe sur ma zone rouge. Donc, pour écouter, je vais ajouter un listeners. Il prend automatiquement le nom de la zone que j'ai sélectionnée. Donc, mon listeners écoute zone move. C'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai cliqué sur le petit plus, on va se la refaire. Poum! Ici, on me propose, avec cette petite cible qui veut dire que j'écoute zone move,
on me propose différentes options. Est-ce que le pointer, est-ce que la souris entre sur la zone? Est-ce qu'elle sort de la zone? Est-ce qu'elle est cliquée vers le bas? Est-ce que je relâche la souris? Est-ce qu'elle bouge sur la zone? Ou est-ce que c'est tout simplement un clic? Moi, ce que je souhaite, c'est pas juste qu'elle entre sur la zone. Parce que quand on entre une fois et après il se passe plus rien. C'est comme si vous entrez dans une pièce, vous passez à la porte, vous êtes entré, on a écouté que vous étiez entré, mais on va pas vous suivre. On va pas savoir exactement tout ce que vous faites. Par contre, si vous bougez à travers la pièce, eh ben, on va vous écouter en permanence. Et ça, c'est ce que je veux. Donc, je vais utiliser le pointer move. Donc, je suis en train d'écouter mon curseur en train de bouger. J'ai ajouté un listeners sur zone move. On voit bien la cible ici. Je pourrais la changer. Je pourrais, par exemple, alors, apparaît un écran bleu, un cadre bleu, lorsque je veux écouter quelque chose. Je pourrais changer la cible et dire, en fait, je veux écouter la souris qui bouge, le pointer move, sur, par exemple, le left circle. Ok? Donc, en fait, si je choisis ici le left circle, on voit qu'automatiquement, ma cible a changé. Pas le nom du listeners, ça c'est défini à partir du moment où je l'ajoute. Mais, effectivement, la cible. Alors, je vais retourner sur la cible que je veux écouter, qui est le zone move. Et quand mon pointer move, je veux qu'il se passe quelque chose. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va pas utiliser le principe du changement de couleur ou d'une timeline trop compliquée. D'ailleurs, la timeline, on n'en a même pas besoin, vous voyez. On va juste écouter ce qui se passe et créer quelque chose lorsque mon pointer arrive sur la zone move. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, par défaut, dans ma zone, ici, je dirais, de logique, on va appeler ça la logique, quand j'écoute mon curseur bouger, il se passe quelque chose. Et là, j'ai rien, parce que je n'ai aucune variable, c'est-à-dire que je n'ai défini aucune espèce de d'élément pour dire set this to this, c'est-à-dire par exemple transforme, mettons, ma couleur verte en couleur rouge. Bon, c'est pas exactement comme ça qu'on le formulerait, mais c'est ce qu'on propose par défaut. Donc moi je vais le supprimer, ça, j'en veux pas. Moi ce que je veux, c'est que quand on est sur zone move, je veux nécessairement qu'il y ait ce qu'on appelle un align target, c'est-à-dire que ma cible, que je n'ai pas encore définie ici, je veux que ma cible soit alignée sur ma souris. Align target, c'est juste ça. Aligner la cible sur la souris. On peut préserver ce qu'on appelle l'offset, le décalage initial de l'objet cible qui va suivre la souris, mais par exemple à distance, ou bien on peut aligner directement et seulement la target sur la souris. Alors voyons ce que ça donne. Si je prends comme target, ici, je vais donc nommer ma pupille gauche, et ici, je vais renommer ma pupille droite. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on clique sur un élément de l'artboard, immédiatement, on voit à quoi il correspond dans la hiérarchie, ce qui est quand même plutôt pratique. Alors, sur la pupille left, sur la zone move, pardon, si je choisis la cible align target, pupille left, que va-t-il se passer? On va le voir tout de suite. Évidemment, là, il se passe rien parce que je n'ai pas lancé mon animation telle qu'elle serait lorsqu'elle serait sur un site web, par exemple, ou une application mobile. Je vais donc mettre play. Et là, vous allez voir immédiatement, hop, j'ai attrapé au vol ma pupille et je pourrais la lâcher que si et seulement si je bouge à l'extérieur, c'est-à-dire que je ne bouge plus finalement, à l'extérieur de la zone. On va rétrécir la zone, on va voir ce qui se passe. C'est assez intuitif, vous allez le voir. Puisque c'est la zone qu'on écoute, forcément, si je clique, hop, je récupère ma pupille. Si je sors, elle me suit plus parce qu'en fait, ma souris bouge, mais elle n'est pas écoutée. Ce qui est écouté, c'est la zone, et c'est en fait la souris sur la zone. Et j'ai rattrapé ma petite pastille. Alors, ce qui se passe, c'est que ce listeners, il a align the pupil left, c'est Franglish, mais il ne préserve pas l'offset. Alors, on va regarder si on préserve l'offset, ce qui se passe. C'est très simple. Je rentre par la droite, ma pupille est à gauche, et lorsque je vais mettre play quand même, donc je rentre par la droite, ma pupille est sur la gauche, et elle bouge, mais elle garde son décalage, son offset. Donc là, c'est pas le truc le plus intéressant du monde,
mais dans d'autres situations, c'est vrai que ça peut être très, très, très intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ne plus préserver l'offset, je vais garder ma zone. Maintenant qu'on sait que cette zone existe, je vais la masquer. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de la voir nécessairement. Ça marche quand même, d'accord? Mais c'est pas très intéressant parce que ce qui se passe, c'est que je vais rajouter encore sur ma zone où j'écoute ma souris, je vais rajouter l'autre pupille. Donc je rajoute encore un align target et cette fois-ci je vais prendre en target cadre bleu, ça veut dire que je prépare quelque chose, la pupille droite. Et là, que va-t-il se passer? Hop, je vous le donne en 1000, tout se regroupe, tout se rejoint. Donc, on a bien un seul écouteur, un seul listeners, pour deux éléments, d'accord, et sans offset, qui vont venir s'accrocher à la souris lorsque je vais passer sur ma zone move. Alors maintenant, quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement faire en sorte que mes yeux suivent, puisque ce sont des yeux, je vais pas vous le cacher, que mes yeux suivent ma souris. Alors c'est pas compliqué. En fait, Rive propose un outil très très intéressant, une feature qui s'appelle les constraints. Constraints, donc c'est quelque chose qui va contraindre l'objet à avoir un comportement particulier. Donc les constraints, il y en a plusieurs. Il y a une constraint de transformation, de distance, de translation, de scale pour la taille, de rotation. Le IK, ça c'est pour les animateurs connaissent, c'est pour le rigging, mais on verra ça dans d'autres tutoriels. Le follow path, ça aussi c'est quelque chose de très connu en motion design. Et puis le scroll, ça c'est pour les layouts. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la distance. La distance par rapport à quoi? Ça va être la distance par rapport à un point donné, et je vais définir une zone pour ma pupille en lui disant c'est bien sympa que tu suives ma souris, mais par contre tu t'éloignes pas du point que je vais te donner de telle distance. Donc pour ça, je vais créer tout simplement une nouvelle zone qui est en fait ni plus ni moins qu'une zone avec pour référence le point d'ancrage, l'anchor point, et c'est le point d'ancrage qui va être le référent, c'est-à-dire que le point d'ancrage de ma pupille va être lié au point d'ancrage de ma zone alias distance, et c'est ainsi que le point central, le point d'ancrage de ma pupille va être autorisé à être en orbite autour d'une certaine distance. Je vous la refais en plus simple. Je trace une ellipse, d'accord? Cette ellipse, je vais la mettre au centre de mon œil, je vais la passer en rouge pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et je vais la placer sur, juste derrière, donc les pupilles pour qu'on puisse bien la voir. Donc ça, c'est ma zone qu'on va appeler, voilà, je vais mettre ici, qu'on va appeler donc la distance max left. Comme ça, on s'y retrouve. OK? Et je vais le dupliquer, pomme D, et je vais mettre ma distance max right. Voilà. Donc là, bon, effectivement, j'ai comme des cibles, on va dire. Du coup, ma distance max left va être ce que je vais cibler pour ajouter ma contrainte à ma pupille. Donc, je prends ma pupille, autant pour moi, je vais ajouter donc une contrainte. Donc, je prends la pupille, j'ajoute une contrainte de distance. Cette distance, ma cible sera donc ici, je peux la prendre aussi directement dans la hiérarchie, mais sinon je peux la choisir sur l'artboard comme ça. Et donc on vérifie distance max left. Et on va jouer avec cette distance. Vous voyez que la distance en fait s'affiche sur l'artboard. Évidemment, elle sera invisible où on met play, mais ça permet de savoir quelle va être l'orbite finalement de ma pupille, puisque c'est la distance maximale. J'autorise, on va dire, ma pupille à s'écarter au max de cette distance autour du point central de ma pastille rouge. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que tu as le droit de t'écarter jusqu'ici. Donc 66. En mode closer. On peut être en further ou exact. Moi, je vais mettre closer avec une force. Une force que je vais laisser pour l'instant à 100%. Donc maintenant que j'ai cette contrainte, ce qui va se passer, c'est que quand je mets play, vous voyez,
Autant j'ai ma pastille noire, ma pupille de droite qui est accrochée là, hop, et qui me lâche plus, autant j'ai ma pastille de gauche, ma pupille de gauche qui tourne très au bord, c'est volontaire pour l'instant, puisqu'elle est en orbite autour de la contrainte de la distance que j'ai associée à ma pastille ici, distance max left. Je vais faire pareil pour la max right. Donc je vais sur constraint, distance, distance, target, target, accent pourri, distance max right. Et maintenant, si je mets play, je vais avoir mes oiseaux qui sont ici. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que je n'ai pas géré ma distance. Donc, je vais lui mettre, comme pour l'autre 66, par exemple. C'est un chiffre, mais vraiment complètement pris au hasard. Donc, là, c'est un petit peu trop, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que on est très au bord, puisqu'on est en orbite, comme je vous disais, on est très au bord du euh, du cercle blanc. Donc je vais réduire mes constraints, je vais les mettre mettons à 50, voilà, comme ça, boum. Et pareil ici pour cette pupille là, je vais utiliser donc ma contrainte de distance, je vais la mettre à 50, voilà. Et là vous allez voir qu'on va être sur quelque chose où on est un petit peu plus, voilà, là on louche et on est un petit peu mieux. Mais ce que je voulais faire, c'est que en fait non, je vais quand même la passer à non, on va rester comme ça. Ouais, on va rester comme ça, on va voir ça différemment. Donc ici, je vais prendre mes deux cercles rouges, j'ai plus besoin de les voir, hein. Donc je les cache. Je pourrais passer l'opacité à 0, mais ça revient au même. Je mets play, alors ça fonctionne. Voilà. Hop là. Je pourrais, si je le souhaite, réduire encore pour avoir moins de décalage. Vous voyez, il y a quand même un décalage ici parce qu'on est sur un environnement voilà très carré. Donc il y a un décalage d'un œil à l'autre. Mais ça c'est normal, ça se règle, c'est vraiment pas compliqué. Autant pour moi, je vais plutôt le faire voilà de cette façon-là. Voilà. Hop, on peut tout réduire et du coup avoir ici, vous voyez, la contrainte n'ayant pas été réduite puisque ça ne se réduit pas à la volée, ça se réduit dans les paramètres. Là, on a les yeux qui sortent à nouveau, mais par contre, on est sur un alignement peut-être un peu plus satisfaisant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon œil gauche, mon œil gauche, voilà ici. Et puis je vais mettre ma contrainte, mettons à 35, voilà. Et pareil pour la pupille droite, autant pour moi, voilà, une contrainte à 35. Et voilà. Et là, on est bien sur quelque chose d'assez intéressant.